Bonjour à tous et bienvenue au cycle de la voix. 14e conférence aujourd'hui. Vous êtes bien avec le Voice Lab, avec nos webinaires qui sont pilotés par nous et co-organisés avec App Francia. Donc aujourd'hui, nous allons parler de, mais aussi avec Claire. Vous allez voir, c'est un LLM d'exception et ce sera Jean-Pierre Leray, donc directeur R&D de l'Inagora, qui vous donnera ensuite un peu plus de contexte autour de la conception, mais aussi de la naissance de Claire, pour ensuite voir avec le reste de nos intervenants vraiment derrière les coulisses. Donc, on va parler d'entraînement, de data, etc. Et tout cela à l'aide, comme je disais, de nos intervenants. Donc là, je vais vous les présenter. On commence donc avec Jean-Pierre, qui va vous parler, qui va vous donner plus de contexte sur OpenLLM. Je ne vais pas trop vous donner des détails parce que ça sert à Jean-Pierre, qui n'est pas du tout nouveau de ce plateau, qui a déjà modéré d'autres sessions. Après, nous avons aussi avec nous, bonjour, Anastasia Stasenko. Et Anastasia est avec nous, donc elle est maître conférence associée en Sorbonne Nouvelle, aussi Research Lead chez OPSI. Elle est experte dans le domaine de l'LM comme Product Management, Ethical AI et Knowledge Management. Donc, bienvenue. Avec Anastasia, il y aura aussi Pierre Carl, qui est Head of Research chez OPSI. Bonjour, Pierre Carl. Ensuite, nous avons avec nous Julie Hunter, donc, qui n'est pas nouvelle non plus de ce plateau, car elle est ingénieure de recherche chez l'Inagora, experte en linguistique, modèle de dialogue et NLP. Et enfin aussi, toujours de l'équipe de l'Inagora, nous avons avec nous Jérôme Loradour. Bonjour Jérôme. Jérôme, toi, tu es ingénieur de recherche chez l'Inagora, donc expert en reconnaissance de la parole, traitement du langage naturel et machine learning. Voilà, moi, je vous ai présenté donc nos intervenants. Quelques détails techniques de notre plateforme. Donc, si vous voulez nous poser des questions, vous avez un onglet dédié à droite de l'écran. Donc, si possible, évitez de poser les questions via la messagerie parce que ça risque de passer inaperçu. On n'aura pas peut-être l'occasion de l'avoir, mais via l'onglet, nous sommes sûrs que nous allons vous répondre à la fin de la session. Et n'oubliez pas que nos webinaires sont enregistrés, donc ils sont bien disponibles sur la page web du Voice Lab, donc levoicelab.org, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, vous tapez le Voice Lab et vous avez notre chaîne avec nos playlists et toutes les séances du cycle de la voix. Donc, je pense, j'ai tout dit et je vais laisser donc la parole à Jean-Pierre. Merci Consuelo. Bonjour à tous. Donc, c'est à moi qu'il revient l'honneur d'introduire ce séminaire et puis donc de vous parler d'un certain nombre de travaux qui sont donc organisés dans le cadre de OpenLLM France, donc qui est un groupement d'organisations que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Tout d'abord, quelques mots, puisqu'on parle aujourd'hui de LLM. Je suis bien sûr persuadé que vous savez tous de quoi il s'agit. On ne parle que de ça depuis quelques mois, donc dans tous les salons et même dans les repas de famille. Cependant, juste pour mémoire, précisons qu'un LLM, donc c'est une architecture particulière de réseau de neurones profonds qui est donc dénommé transformer
et dont la particularité est de, eh bien, comme son nom l'indique, transformer des textes pour des LLM. Donc, on fait de la transformation de texte en une représentation, et le LLM va ainsi pouvoir prédire le mot suivant. Donc, c'est un LLM, c'est essentiellement donc un objet qui prend en entrée des données textuelles et qui produit un mot. Un ou plusieurs mots qui font suite en contextualisant bien sûr à une chaîne de mots précédents. Alors dit comme ça, évidemment, ça semble pas très utile. C'est pour ça qu'on précise que bien ce modèle, il doit être adapté pour être capable de réaliser des tâches spécifiques. Donc c'est un petit peu mon schéma ci-dessous, donc que vous voyez ici. Donc pour produire un LLM, eh bien on va avoir besoin d'un très gros volume de données. Là on parle de milliards de tokens, donc quelque chose qui correspond à des mots, pas exactement, mais en gros à des mots, et qui vont être utilisés pour entraîner ce modèle qui produit donc ce qu'on appelle un modèle fondation. Ce modèle fondation, c'est lui qui à partir d'une entrée textuelle saura donc déduire le mot suivant. Donc dans le domaine de l'open source, qui est le domaine qui nous intéresse, eh bien on reconnaîtra des modèles tels que ceux de Llama 2, Falcon ou Mistral, et également Bloom, qui sont ceux qui sont le plus connus, mais il y en a un peu d'autres dans la nature. Et c'est à partir de ces modèles fondations que l'on va travailler pour produire ensuite eh bien une entité qui va être capable de faire des choses un petit peu plus intelligentes que simplement prédire des mots, mais également répondre à des questions, être capable de générer un résumé et autres tâches. Et pour faire cela, eh bien, on va faire ce qu'on appelle une phase d'instruction fine-tuning, où on va donc utiliser des jeux de données d'apprentissage dits instruct, qui permettent donc d'apprendre à réaliser certaines tâches. Et enfin, au besoin, pour des tâches qui impliquent des activités fortement humaines, on va aligner ce modèle afin d'éviter qu'il nous produise des résultats non adaptés. Et c'est ce qu'on appelle le RLHF, donc l'étape de reinforcement learning with human in the loop, donc des êtres humains qui vont aider à améliorer le modèle. Et bon, sans déflorer le sujet qui va être présenté après, eh bien, donc un certain nombre de tâches qui ont été réalisées ici sont des tâches de continual pré-training, c'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris donc un modèle fondation et qu'on a continué la tâche d'apprentissage pour produire un modèle qui reste un modèle fondation. Donc, qui restera un modèle qui sera prédire que le mot suivant. Maintenant, quelques mots. Donc, je vous ai dit que ces tâches, que ces travaux sont réalisés donc dans le cadre d'une communauté qui s'appelle OpenLLM France. Donc, cette communauté, elle a été ouverte il y a quelques mois, donc au mois de juin, pour fédérer un écosystème français autour de l'IA générative. Donc ici, on vous a mis un certain nombre de statistiques. Retenons que donc notre communauté compte maintenant environ 400 membres, et donc elle est très active autour d'un outil de type Discord, dont l'adresse vous est indiquée,
et dont on pourra vous partager donc une invitation si vous voulez participer. C'est ouvert à tout le monde, évidemment, tous les gens de bonne volonté qui veulent travailler avec nous sur ces sujets-là. Donc, quelles sont les ambitions de la communauté OpenLLM France? Eh bien, c'est de produire une famille de modèles de type transformer génératif, potentiellement donc multimodaux, ouverts, donc le côté ouverture. Alors, on verra que le côté open source est pour nous quelque chose de très important. On met également l'accent sur la sobriété et les performances, avec l'idée bien d'essayer de travailler sur des modèles qui ne sont pas en centaines de milliards de paramètres, mais dans des tailles plus restreintes. C'est ce sur quoi on base notre éthique. Donc, contrairement à d'autres approches qui vont plutôt sur la constitution de modèles avec des nombres de paramètres toujours plus grands, nous on veut se restreindre à des tailles de modèles relativement restreintes afin d'augmenter, d'avoir des modèles qui sont mieux maîtrisés et notamment on met l'accent sur la disponibilité des sources des données. On va donc produire avec les modèles, on va produire les sources, des sources de données qui sont de bonne qualité. Voilà, ceci pour s'appuyer sur un principe qui nous indique que si les modèles si les données sont de bonne qualité, les modèles peuvent être un peu moins gros. Donc, on a publié il y a quelques semaines donc ces modèles clairs qui vont vous être présentés tout à l'heure. Donc, ils sont disponibles sur Hugging Face et comme vous pouvez le voir, vous pouvez aller le voir directement. Donc, vous avez au téléchargement donc des modèles, les modèles et les données ouverts et prêts à être utilisés. Dans les étapes suivantes, ce sur quoi nous travaillons actuellement, c'est donc à s'intéresser au modèle Bloom, qui est un modèle donc open source qui détient la particularité d'être le seul modèle fondation ouvert actuellement dont l'intégralité des corpus sont disponibles. Donc ça, c'est complètement en ligne avec notre éthique et celle que je vous présentais juste avant. C'est pour ça qu'on a retenu ce modèle pour la prochaine étape de nos travaux. Et afin de finaliser un peu la peinture du contexte, eh bien, notons que ces travaux s'articulent également dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle LLM for All, un projet de recherche pour lequel nous avons été sélectionnés récemment donc par l'ANR, l'Agence nationale de recherche. Ce projet étant piloté par Christophe Segrisara du Lauria, avec donc la participation d'un laboratoire de l'école polytechnique, de l'APHP, bien sûr l'Inagora et de Hugging Face. Et l'objectif de ce projet, c'est de développer des modèles génératifs ouverts, voix et texte, pour la conversation.
avec des domaines d'application, à la réunion d'entreprise, qui est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, et puis donc à l'analyse des appels d'urgence SAMU. Donc voici pour cette introduction. Donc je vais laisser la parole donc à mes collègues qui vont vous présenter plus en détail donc les travaux réalisés dans le cadre de Claire. D'accord. Donc, bonjour à tous. Comment ça? Voilà. Bon, merci. Bon, je suis Julie et je suis avec Jérôme à côté. Du coup, il y a pas mal d'informations qui sont partagées à travers la conversation, bien sûr. On a des réunions, des rendez-vous médicaux, des call centers, je sais pas, j'ai oublié comment dire en français, des lectures et aussi des webinaires comme celui-là. Mais le langage qu'on utilise dans la conversation spontanée, c'est aussi un peu différent du langage qu'on voit dans les documents textuels qui sont souvent utilisés pour entraîner les LLM. Donc, il y a un niveau de spontanéité et les disfluences le langage qui est un peu sparse, on va dire, parce que on se répète beaucoup, on a beaucoup, on hésite comme ça, comme je suis en train de faire maintenant. On utilise aussi un vocabulaire souvent spécifique et aussi parfois une syntaxe. Il y a des choses qui passent à l'oral, qui passent pas du tout à l'écrit. Aussi, la conversation implique souvent plusieurs locuteurs, ce qui rend un peu plus compliqué de suivre une conversation. Donc, à droite, on a un exemple d'une conversation qui est prise de nos données. Et donc, on voit, OK, c'est quoi le premier souvenir le plus clair que tu as en tête de nous deux, le souvenir? Oui, ton premier souvenir de nous, en fait. Donc, on voit qu'il y a pas mal de répétitions, juste clarification, on a 5 lignes là juste pour parler du premier souvenir. Donc, c'est de quoi on parle. C'est là. Bon, donc notre idée, c'était de faire un entraînement de modèle qui se concentrait sur le dialogue naturel. Donc, l'idée était de pouvoir améliorer les performances ensuite pour les modèles qui viennent après, pour la compréhension du dialogue. Donc, ce qui est nécessaire pour le résumé de réunion, par exemple. Aussi, si on veut poser des questions sur une transcription d'une conversation, par exemple, ou juste faire des analyses. C'est aussi important pour la génération de conversations. Si on veut interagir dans un contexte je ne sais pas, un contexte où les gens sont peut-être un peu angoissés ou il y a d'urgence, peut-être on a besoin d'avoir une approche un peu plus reconfortante, peut-être. Dans d'autres contextes, ça peut être plus formel. Donc, l'idée, c'est de pouvoir ajuster et jouer un peu avec le niveau de formalité aussi dans la conversation. Donc, on voit ici, Jean-Pierre a parlé de nos projets en cours un peu. Et donc, là, on a juste 3 cas spécifiques. On a des projets qui traitent la conversation, le résumé de conversation, et aussi les queries de transcription. Et aussi dans le cadre de l'appel du projet LLM for All, dont Jean-Pierre a parlé, on travaille sur l'analyse des calls médicales et des documents médicaux. Bon, l'idée était bien sûr de créer un modèle qui pouvait imiter un style conversationnel, mais c'est pas que ça. On a vu aussi, bien sûr, comme vous avez tous vu, sans doute, que la plupart des données viennent des ressources en anglais, souvent. Et il y a 2 problèmes avec ça. Non seulement est-ce que les langues qui ne sont pas très bien représentées dans les corpus d'entraînement pour les LLM, mais si la langue n'est pas représentée, ça veut dire que la culture aussi, c'est pas très bien représentée. Donc, à droite, on a un exemple d'un autre modèle, un autre modèle fondation qu'on a testé. Et là, j'ai demandé au modèle comment faire un bœuf bourguignon. Et là, on voit bien le modèle commence en français. Commencer par un bon vin. OK, c'est pas mal. Puis tout de suite, il switch pour parler anglais. To make a beef bourguignon, you must start with a good wine. Et puis, il cite Julia Childs, qui est une chef très connue aux États-Unis.
mais pas trop en France. Donc, c'est ce type de problème qu'on veut éviter. On veut une représentation dans notre cas, de la culture française. Donc, et l'idée, bien sûr, comme Jean-Pierre a dit, c'était d'essayer d'utiliser pas beaucoup de données, mais des données bien préparées. Alors, merci. Donc, notre approche, c'était de prendre un modèle fondation qui était déjà fait, comme Falcon, Llama ou Mistral, et puis continue ce training dans le sens que Jean-Pierre a expliqué tout à l'heure. On a fini avec 2 modèles, Claire Falcon et Claire Mistral, donc des modèles entraînés sur Falcon et un modèle entraîné sur Mistral. Et on a passé juste des données de conversation, un peu comme on voit à droite. On va aller dans plus de détails tout à l'heure, donc je ne vais pas trop traîner. OK. Donc, voici un peu une représentation de nos données. La plupart de nos données viennent de l'Assemblée nationale. Vous voyez, ça fait 135 millions de mots. Après, on a aussi pas mal de données de théâtre, donc théâtre classique et théâtre gratuit. Théâtre classique, c'est bien sûr c'est classique, c'est les vieux. Et après, on a aussi des entretiens qui viennent des corpus Tokov, CFPP, CFPB, Accent, PFC et Valuable. On a aussi, donc, interview, ce qu'on cherchait là, c'était vraiment d'avoir une interaction et aussi plus de questions et réponses. Donc, la différence entre interview et free conversation, c'est pas forcément clair, mais c'est un peu ça. Donc, après, c'est free conversation, puis meetings, donc réunion, ça s'explique, je suis toute seule. Après, des débats. Fred, c'est un corpus de débats politiques. SDO, c'est aussi des débats un peu plus génériques. Après, et ce que vous voyez, c'est que on a moins de données, c'est de chaque catégorie. On a assistance et présentation. Et l'idée, en fait, de séparer ces données en catégories, c'était d'ensuite pouvoir pas seulement donner des poids différents types de données pour avoir une représentation peut-être plus équilibrée, mais aussi ensuite de pouvoir jouer avec, peut-être utiliser les différents types de données dans des trainings pour que les gens puissent utiliser les données autrement. Donc, je pense que Pierre-Carl va en parler tout à l'heure, peut-être. Bon, je passe le micro à Jérôme. Oui, merci Julie. Bonjour. Donc, pour revenir peut-être sur la seconde, donc là, je vais présenter les proportions en termes de nombre de mots. Et la troisième colonne, sampling weight, c'est en fait pendant l'apprentissage, on ne va pas forcément donner la même représentation à chaque sous-dataset. Donc, vu que l'Assemblée nationale, par exemple, est sous-représentée, elle représente peut-être 90% des données, mais on va la sampler qu'à 35%, c'est-à-dire que le modèle va voir que 35% du temps des données de cet ensemble-là. Donc c'est à ça que ça servait un peu de classer en catégorie. Déjà, c'était pour maîtriser ce qu'on faisait en apprentissage, et on va le voir plus tard aussi en validation. Voilà, donc la préparation de ces données, c'était quand même un gros travail d'orfèvrerie, parce que donc les données arrivaient chacune dans leur format. En ce moment, je parle de format de fichier ou quoi, mais aussi, il faut savoir qu'il y a certaines données qui viennent avec ou sans ponctuation, ou avec différentes conventions d'annotation. Donc, par exemple, pour tout ce qui est bruit de fond ou quoi, à chaque fois, il y aura des mots particuliers pour ce genre de choses. Donc, on a pas mal travaillé à normaliser les données. Et par exemple, aussi, dans un des corpus qu'a mentionné Julie, Summary, un corpus de résumé, en fait, on n'a pas c'est pas des transcriptions manuelles pour celui-là, mais c'est des transcriptions obtenues par le système de reconnaissance de la parole Whisper, donc qui est à l'état de l'art et qui quand même fournit des transcriptions très précises. Il faut savoir qu'on a un peu tweaké pour qu'il puisse sortir les disfluences, parce que par défaut, il a des fois à corriger un peu ce qui est dit, et à pas transcrire justement les E et tout. Donc là, on lui a donné un prompt, parce qu'on peut prompter ces modèles aussi pour l'encourager à sortir les disfluences. Voilà, et donc on a les disfluences, les ponctuations, tout ça. Voilà, mais il faut savoir que dans les datasets qu'on a, vu qu'il y en a pas mal qui sont faits pour apprendre des ASR, et qu'avant Whisper, les ASR ne transcrivaient pas la ponctuation, il y en a où la ponctuation n'a pas été annotée. Voilà, c'est pour dire qu'on a un peu de tout. Donc on a normalisé les données. Il faut savoir aussi, donc on les a diarisées, c'est un peu la particularité du dataset, c'est-à-dire qu'on sépare le texte par tour de parole.
Donc, il y aura une ligne par locuteur et puis avec un identifiant du locuteur, anonymisé ou non. Voilà, il y a pas mal de cleaning ou quoi, de datasets qui sont plus ou moins spécifiques à chaque dataset. Voilà, il faut savoir aussi que quand on va entraîner avec les LLM, on est souvent limité en taille de fenêtre de contexte. Donc, ça s'exprime en nombre de tokens, un token étant plus ou moins égal à un mot ou un signe de ponctuation. Et on est limité souvent, donc selon le modèle Falcon 2048 ou pour Mistral 4096. Et donc, en apprentissage, on a aussi fait en sorte à couper les longues conversations et on a fait en sorte à les couper en commençant à chaque fois par un tour de parole. Voilà, bon, c'est le genre de petits détails qu'on a fait. Et donc après, il y a de la data augmentation aussi. Donc, bon, hein, quand on traite des modèles de machine learning, on a toujours le choix, soit on normalise les données pour que le modèle voilà, ne soit pas sensible à des choses auxquelles il n'aurait pas à être sensible, soit on augmente les données, c'est-à-dire qu'on enrichit pour que le modèle aussi soit robuste, sans avoir une brique de pré-processing, de normalisation. Donc là, on a choisi de faire de l'augmentation pour plusieurs aspects à partir de notre texte. Donc là, en vert, on a le texte original. Donc là, avec les speakers qui sont anonymisés. Donc il y en a un qui dit c'est madame. Alors pays, c'est personal identifier. Identifier information, merci Julie. C'est une forme d'anonymisation, donc c'est comme ça qu'on a normalisé tout. À chaque fois qu'il y avait une information anonymisée, on a choisi de mettre ce tag dans le dataset normalisé. Et au moment où là, on va apprendre sur la donnée, on génère au niveau de ces pays là des noms aléatoires. Donc là, c'est par exemple, voilà, c'est normalisé. C'est Madame Ronald qui m'envoie. Voilà, on voit que dans l'étape de normalisation aussi, pour l'instant, on a choisi de supprimer tout ce qui était bruit ou méta-annotation qui ne correspondait pas à des choses qui étaient dites. Et aussi, donc, on avait normalisé dans le dataset de base pour speaker 001, 002, etc. Et là, vu qu'on allait entraîner un modèle français, on a fait quelques expériences préliminaires sur Falcon pour voir que c'était mieux de remplacer par intervenant pour que le modèle ait tendance à rester en français. Donc, on va dire intervenant 1, intervenant 2. Donc, voilà, ça, c'est notre texte normalisé. Donc, c'est déjà une version du texte de départ. Et après, on a différentes briques de normalisation. Donc, la première, c'est la manière dont présenter les speakers. Donc là, sur la première colonne, en fait, on partait de speakers anonymisés. On va générer des noms de speakers aléatoires. Donc là, c'est avec prénom de nom. Mais en fait, des fois, ça pourrait être que le nom tout seul. Ou on fait différentes options pour cette brique-là. Sur la deuxième colonne, là, on utilise des tirets pour les speakers. Bon, c'est une data augmentation qu'on a fait juste pour les conversations à 2 speakers, sinon on ne sait plus s'y retrouver. Voilà, donc mettre des tirets au lieu des noms des speakers, ou laisser tel quel la troisième colonne. Après, la troisième ligne, là, donc là, on enlève les majuscules, oui, parce qu'on veut que le modèle soit robuste au fait de la présence ou non des majuscules. Ça fait que le modèle, en fait, nous, à terme, on veut l'utiliser sur les transcriptions. Et voilà, bon, selon les systèmes d'ASR, on sait qu'on a ou pas les majuscules, c'est pour ça qu'on voulait être robuste à cela. Et idem pour les ponctuations, on enlève les ponctuations. Voilà, donc finalement, à partir d'un exemple, on a 9 exemples augmentés. Et voilà, et ça, c'était le cas où on ne connaissait pas le nom du speaker. Quand on connaît le nom du speaker, ça par exemple Jean, Marie et Jean qui parlent, ben, ça va être pareil, sauf qu'on va anonymiser au lieu de désanonymiser. Donc voilà pour la data augmentation, qui est un peu une brique de l'apprentissage. Voilà, sinon pour l'apprentissage, comme l'a dit Julie, donc on a pris 2 modèles de base, un modèle de Falcon avec 7 milliards de paramètres, et le modèle Mistral aussi, 7 milliards de paramètres, qui a été réalisé en cours de projet. Voilà, donc je reprécise que c'est des modèles qui n'ont pas été instruction tuning, c'est juste des modèles pré-trainés qui prédisent la probabilité des mots suivants étant donné ce qui a été dit. Voilà, et pour entraîner, donc on a choisi une technique qui s'appelle LoRA, Low Rank Approximation, qui équivaut en fait à pas entraîner tous les poids du modèle, mais c'est un peu comme si on entraînait un sous-ensemble du modèle. Bon, en fait, on entraîne un sous-ensemble de poids annexe qui après va être combiné avec le modèle. Et l'utilité, c'est qu'on entraîne beaucoup moins de poids, donc déjà c'est plus rapide à entraîner. Et aussi, on est moins enclin à avoir du catastrophic forgetting, c'est-à-dire à oublier ce que le modèle avait déjà appris. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a choisi cette technique. Après, on a fait du multi-GPU, donc là, il y a plusieurs méthodes, je ne vais pas m'attarder sur les détails. Il y a Deep Speech ou FSDP qui ont un peu le vent en poupe en ce moment. Donc là, on est parti sur FSDP, nous, qui est pas mal efficace. On a entraîné ça sur la machine Jean Z.
donc un super calculateur de Scaleway. Voilà, sur des A100, donc qui ont 80 Go de mémoire. Et donc on a commencé à faire des essais avec un GPU, puis après, une fois qu'on maîtrisait bien le multi-GPU, on a scalé jusqu'à 8 GPU. Et on processe à peu près 8 millions de tokens, donc c'est-à-dire c'est 80% de mots à peu près pour un token. Voilà, en une heure. 8 millions de tokens en une heure, c'est pour les vitesses d'apprentissage. Donc voilà ce que ça donne un peu les courbes d'apprentissage en temps réel. Donc là, on va voir la goutte de gauche, par exemple. Donc là, c'est les courbes de convergence de notre fonction coût, qui est en fait c'est lié à la probabilité de la séquence selon le modèle. Donc ça peut être vu comme la perplexité du modèle. Il y a des formules mathématiques qui relient les deux. Et voilà, et donc c'est en négatif et en échelle log. Donc il faut minimiser ce coût pour maximiser la probabilité des données selon le modèle. Voilà, donc la courbe bruitée là en bleu clair, c'est le coût sur les exemples d'apprentissage, donc qui arrivent online. Donc c'est pour ça que c'est très bruité, parce qu'il faudrait moyenner sur plusieurs exemples pour avoir quelque chose de plus lisse. Voilà, en bas, ce qu'on voit là, c'est différentes échelles. Bon, la première, c'est le nombre de batchs. Bon, c'est un peu technique. La deuxième, c'est le nombre de séquences. Une séquence étant une conversation, modulo le fait qu'on les ait splittées pour qu'elles tiennent dans la taille de contexte. Voilà, les tokens, c'est plus ou moins des mots là. Après, il y a les heures d'apprentissage et les heures de GPU. Donc, dans le premier cas, là, notre première version de Claire Falcon, on avait entraîné sur un GPU en 50 heures. Donc, les deux échelles sont égales. Voilà. Et donc, après, il y a une courbe là qu'on ne voit pas trop qui est cachée derrière en gris là. Qui est on la voit mieux sur la deuxième courbe, qui est notre courbe de validation en ligne. Voilà, c'est juste pour faire de l'early stopping, voir à quel endroit on arrête le training quand on arrête un peu d'apprendre. Donc, c'est la même courbe que sur les trainings, mais sur un dataset que ne voit pas le modèle, pour bien maîtriser ce qu'on fait. Et après, ce qu'on a fait, c'est donc on fait des checkpoints des modèles, des sauvegardes toutes les heures. Et après, on a repris les sauvegardes et on peut tester sur nos différents types de données. Donc là, on les a triés par ordre de difficulté, de la plus difficile à la moins difficile. Donc le théâtre, là, c'est la courbe jaune, ce qui est le plus difficile à prédire. Donc là, c'était des pièces de théâtre, oui, c'est ça, c'est des pièces de théâtre. C'est assez imprévisible. Et puis ça peut être du vieux français, ça commence à partir du 15e siècle, nos pièces de théâtre, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était assez varié. Après viennent les conversations, puis les réunions, les discours, les débats, les interviews, l'Assemblée nationale, qui est donc notre gros jeu de données, et l'assistance, qui semble être le plus facile. Voilà, ce que vous voyez à gauche, c'est notre modèle clair entraîné sur toutes les données qu'a présentées Julie. Et après, vu que ces données, elles viennent avec leurs licences, qui sont souvent non commerciales, share de like, voilà, on voulait faire un modèle ouvert, donc on a été obligé de publier le modèle en respectant les licences des données. Donc ce modèle-là, il a aussi une licence non commerciale. Et on a entraîné un autre modèle en utilisant seulement les données libres d'accès et aussi celles qui nous appartenaient pour faire un modèle avec une licence Apache. Donc c'est le deuxième modèle, là, c'est là qu'on voit que les courbes commencent à remonter en validation pour certains types de données. C'est parce que ces types de données n'étaient pas représentés dans notre sous-ensemble de données Apache, en fait. Voilà, donc là, c'était les courbes pour l'adaptation depuis Falcon. Là, c'est les mêmes courbes pour une adaptation depuis Mistral 7B. Donc c'est à peu près la même chose. Donc là aussi, on a fait deux versions, une Apache, une pas Apache. Voilà, bon, c'est à peu près les mêmes courbes. Et si on compare Falcon contre Mistral, voilà, sur une même échelle de loss, c'est-à-dire de perplexité du modèle, voilà, on aurait l'impression que Falcon, à droite, là, il fait mieux que Claire. Il converge pour des losses qui sont plus basses. Seulement, en réalité, les perplexités ne sont pas comparables exactement parce que chaque modèle fonctionne avec sa tokenisation. Donc, la tokenisation, c'est comment séparer un texte en tokens, c'est-à-dire en sous-mots. Et en fait, il y a plein de détails au niveau de la ponctuation ou quoi, les modèles ne font pas la même chose. Et donc, vu qu'on parle là de probabilité de token moyenne, finalement, ça dépend un peu de la définition du token. Donc, c'est pour ça que ces deux courbes ne sont pas comparables. Et aussi, la taille de contexte est différente. Dans le cas de Mistral, on a des séquences de taille 4000 et Falcon 2000. Donc, on ne compare pas forcément les mêmes choses. Et donc, oui, comme va l'expliquer Julien, on a évalué nos modèles avec une évaluation humaine, c'est-à-dire on demande là
à des humains d'évaluer ce que généraient nos modèles, et on va voir qu'en fait, on ne retrouve pas du tout le fait que Mistral est meilleur. Bien au contraire, en fait, dans toutes nos évaluations, il s'avérait que la version adaptée de Falcon était meilleure selon tous les aspects en fait, qu'on a évalués par rapport au modèle Mistral. Et je repasse la main à Julie. Ok, merci. Merci, Jérôme. Oui, donc, comme il a expliqué, on a fait une évaluation humaine, ce qui n'était pas tout à fait évidente. On a décidé de tester 3 catégories d'information. Donc, interaction. Est-ce que le modèle peut imiter les interactions qu'on voit en dialogue? Et après, il y avait le fluency. Est-ce que le modèle arrive à bien parler français? Comment il gère les disfluences aussi? Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que le modèle reste en français? En fait, il y a des modèles qui aiment bien switcher vers l'anglais. 3e catégorie était la pertinence. Est-ce que la réponse répond directement au prompt? Ou est-ce qu'il commence à parler de quelque chose d'autre? Ou est-ce que c'est très vague? Est-ce qu'il y a des contradictions? Est-ce que la conversation avance? Etc. Donc, là, vous voyez en bas un exemple d'une question qu'on avait dans le survey. On avait 13 questions en tout. Et donc là, c'est juste un exemple où en cas de dialogue avec plusieurs échanges, semble-t-il que les interlocuteurs cherchent à engager une discussion en se tutoyant, vous voyant directement, répondant aux questions, utilisant des expressions conversationnelles comme oui, c'est vrai, etc. Et là, on a donné 3 réponses possibles. Après, on a testé des différents types de prompts et aussi des différents styles de dialogue. Donc, à gauche, on a ce qu'on appelle, entre guillemets, un culture prompt. C'est juste que c'est un prompt qui est un peu spécifique sur un sujet. Et là, j'ai cherché, en fait, des sujets des concepts que je connaissais pas, en fait, quand je suis arrivée en France. Donc, des choses que j'ai apprises ici. Donc, l'idée était, parce que moi, je viens des États-Unis. Donc, l'idée, c'était de trouver des sujets qui étaient un peu moins connus pour moi, les Américains. Et pour ensuite pouvoir tester l'hypothèse dont j'ai parlé tout à l'heure, de voir si on pouvait en fait entraîner un modèle pour avoir plus de connaissances dans la culture aussi. Mais bon, c'est un peu à côté. Donc ça, c'est un exemple. Dis-moi où est-ce que je peux trouver les CEP. Ensuite, ce qu'on a, c'est pas vraiment une conversation très informative, mais c'est un peu drôle. Donc je l'ai mis là, c'est une réponse de notre modèle. Ensuite, on avait aussi ce qu'on appelle casual conversation prompts. Genre, dis-moi, quels sont tes hobbies ou centres d'intérêt? Donc, qu'est-ce que vous allez cuisiner aujourd'hui? Donc, des prompts qui sont un peu ouverts, qui font de dialogue ouvert. Oui, bon, merci. On a fait 2 campagnes d'évaluation. À chaque fois, on testait 80 exemples, c'est-à-dire un prompt avec les réponses générées par 4 modèles. Donc, nos 2 modèles clairs et puis les modèles de base, les modèles fondation, Falcon et Mistral. La première campagne, on a testé des prompts en forme de monologue et aussi dialogue. Monologue parce qu'on voulait voir ce que notre modèle faisait, s'il voulait produire le dialogue même dans les cadres de monologue. Aussi, on s'est focalisé sur les prompts de type culture. La deuxième campagne, on a regardé des différents styles de dialogue, donc avec des dashs, avec des balises, avec juste des noms, mais pas de prompt de monologue. Et puis, on a fait un mix égal de culture et casual dialogue. Donc, ce qu'on a vu, dans les 2 campagnes, Claire était clairement meilleure que Claire Mistral, et ce qui était aussi clairement mieux que Mistral. Pour Claire contre Falcon, c'était un peu mixte au final. Au début, on avait testé que des prompts du type culture, et Claire était qu'elle était gagnante. Mais puis, quand on a ajouté les open dialogue, on a vu que les modèles étaient un peu à l'égalité. Donc ça, c'était intéressant pour nous. Une autre chose qu'on a vue, c'était que
Mistral, le modèle fondation, avait vraiment tendance à parler anglais et même switcher vers le code. Mais après le fine-tuning qu'on a fait, il restait en français presque tout le temps. Donc, il a continué de produire les dialogues. Donc, ça, c'était une bonne nouvelle aussi. Bon, si vous voulez plus d'informations, voici les liens pour les modèles et les données et le code. Tu veux finir? Attends, mais je vais un peu broder sur ça. Donc, oui, on a été tout à fait open. Donc, c'est ça, il y a le lien vers les. Donc, il y a le meilleur modèle, comme je l'ai précisé, avec la licence non commerciale. Donc, on peut peut-être aller voir la page. Il faut juste que je me retrouve dans toutes mes fenêtres Firefox. Oui, voilà. Donc, ça, c'est la page d'OpenLLM. Donc, Claire, par exemple, il est là. Voilà. Donc, vous verrez. Donc, bon, comment l'utiliser simplement en Python. On donne des exemples de prompts aussi, parce que ce qui est un peu particulier avec notre modèle, c'est qu'il faut le prompter soit avec des tirets, soit avec les crochets là, intervenant 1, intervenant 2 pour donner les tours de parole. Voilà, il y a tout ce qui est détail sur les données d'apprentissage. Donc, ça ressemble un peu au petit tableau qu'on vous a présenté tout à l'heure. Voilà, bon, les détails de training. L'évaluation aussi, ça c'est une des premières évaluations qu'on avait fait pour celle qui nous avait fait choisir Claire Falcon par rapport à Claire Mistral. Voilà, licence, tout ça. Je reviens. Donc après, vous avez aussi les modèles qui ont été convertis au format GGUF, qui est un format binaire en fait pour pouvoir l'utiliser avec des logiciels comme OpenLLM. Voilà, bon. Donc là, ça a été fait par The Block, qui est un gars qui convertit tous les modèles quand ils sortent. Donc merci à lui. Oui, faut qu'on remercie Hugging Face aussi, quand même, qui fait du bon travail. Les équipes de Hugging Face nous ont pas mal aidé à faire tout ça proprement. Donc, il y a une démo peut-être qu'on va regarder à la fin du modèle aussi. C'est pour pouvoir l'essayer sans avoir forcément à l'importer chez soi ou avoir du GPU. Oups. Et après, il y a tout ce qui est dataset et code aussi qui a été réalisé. Donc là, pareil, sur Hugging Face, il y aura une page avec le dataset de Claire qui est pas mal détaillé. Alors, attendez, je reviens sur ma page, les datasets. Voilà, où on voit, bon là on peut voir des exemples du dataset. Après, il est décrit, et notamment, voilà, il y a ce gros tableau là sur la composition détaillée du dataset, avec toutes les licences des datasets. Sachant que le dataset qu'on a pris d'origine aussi, des fois, ils ont été splittés en sous-catégories. Par exemple, Leslo, c'est un dataset qui contient beaucoup de choses, donc des interviews, des machines, donc on a resplitté. Voilà, tout ça, c'est dans des sous-dossiers. Là, on peut cliquer et voir des sous-dossiers. Donc, si vous voulez qu'importer qu'une partie des données. Voilà. Donc, le dataset est entièrement disponible, tout comme le code aussi qui a été mis sur GitHub. Là. Et, ah oui, on a fait un espace GitHub aussi de recensement de données conversationnelles, en fait. Bon, pour l'instant, voilà, il n'y a que la section française qui a été remplie avec le travail qu'on a fait là. Donc c'est ça. Vous allez retrouver dans chaque sous-section là les datasets qu'on a recensés avec leur licence. Et pour l'instant, on a cité notre dataset comme méga dataset normalisé. Mais voilà, il y a un petit contact pour si les gens veulent participer, si on a oublié un dataset ou quoi. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir au fur et à mesure faire grandir voilà, ce dataset-là de conversation. Pour l'instant, il n'y a plus français, mais on vise les autres langues européennes. Donc voilà, pour conclure, donc, on vous a présenté une approche, on a fait du continual pre-training de modèles open source comme Falcon et Mistral. On a été relativement open science dans l'approche, c'est-à-dire qu'on a donné accès à tous nos datasets et nos codes. Bon, malheureusement, le principal modèle ne peut pas être open à cause des restrictions sur le dataset qu'on a utilisé. Voilà, je vous ai présenté la méthodologie d'évaluation. Voilà, sachant que pour l'instant, on a fait de l'évaluation humaine, mais on va peut-être pencher sur l'évaluation par des LLM, qui est ce que font les gens. Bon, on voulait d'abord valider cette approche pour voir s'il y a de l'accord entre ce que dirait un LLM comme ChatGPT-4 et les évaluations des humains avant de foncer tête de données dans ces évaluations. Mais ça pourrait, bon, forcément, les LLM, ça a l'avantage quand même de pouvoir automatiser la tâche et faire ça à plus grande échelle. Voilà, et dans les work in progress, en ce moment, on est en train de s'approprier des bases de données comme Wikipédia, des grosses bases de connaissances, parce qu'on s'est aperçu en fait que Falcon n'avait pas vu Wikipédia, ce qui est un peu dommage pour la culture française. Du coup, on voudrait aussi inclure des datasets comme ça dans le pré-training.
Et après, voilà. Donc Jean-Pierre a parlé au début de ce que c'est l'instruct tuning et tout. Donc on devrait adapter nos modèles pour avoir une utilisation un peu plus chat, comme ChatGPT, en fait, un peu plus vers un assistant, un modèle qui fait des choses comme du résumé de langage parlé en français. Je fais la démo. Ben, si on a le temps, alors est-ce qu'on est comment au niveau temps? Je ne sais pas si on a le temps de... Une petite démo. Donc voilà, oui, ça c'est la page de démo de Claire. Donc oui, il y a plusieurs manières en fait d'utiliser notre modèle. À la base, il faudrait l'utiliser. Voilà, bon, ça c'est un endpoint qu'on n'a pas pu rendre public. Bon, c'est quelque chose de privé. Où voilà, là, on peut donner le début d'un texte et on demande au texte de générer et il va générer un texte aléatoirement. Donc normalement, c'est comme ça qu'il faut utiliser notre modèle, c'est-à-dire qu'il faut lui donner du texte et mettre en forme ce texte sous forme de tour de parole avec des conventions. Voilà, bon là c'est intervenant 2, intervenant 1, mais on pourrait donner des noms ou mettre des tirs à la place. Voilà, donc là, alors zoomer. Donc voilà, là je vais donner bonjour Dominique, qu'allez-vous nous cuisiner aujourd'hui? Puis notre intervenant qui dit bonjour Camille. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une omelette, je suis curieux de voir comment tu la cuisines. Bon, voilà. Donc il entame une discussion à deux. Bon, c'est limité en nombre de tokens, mais si on appuie sur compute, là on pourrait revoir ce que ça donne. Voilà, bon, l'inconvénient de cette démo, en fait, parce que ça on a donné à jouer avec à Michel pour pas le citer, et donc le truc c'est oui, c'est dur à expliquer aux gens de mettre en forme les locuteurs. Donc, on a décidé, vu aussi que les gens faisaient des chats, de faire une version de chat de ça. Bon, ce qui n'est pas forcément une bonne idée parce que les chats s'attendent à quelque chose du type chat GPT ou quoi qui vont répondre à leurs questions. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un disclaimer en haut qui explique que c'est pas un assistant personnel. C'est juste un modèle qui comprend le langage parlé, qui va produire du langage parlé aussi. Voilà, qui peut faire preuve d'humour et qui ne dit pas forcément des vérités. Parce qu'on a eu des petites surprises, des fois ça peut sortir des biais, voilà, bon, des contenus un peu limites, on va dire. Donc là, il y a des exemples sur lesquels vous pouvez cliquer si vous n'êtes pas inspiré. Bon, par exemple, voilà celui-là. Bonjour Claire, quel est votre sport préféré? Ah, sauf que là, j'avais déjà quelque chose, j'avais un Hello High qui traînait, je ne sais pas d'où. Voilà, et donc là, ça génère tour de parole par tour de parole et on peut intervenir entre les deux. Donc là, elle nous a généré un tour de parole, le basket, et puis je pratique la gym, mais le basket, c'est mon préféré. À noter qu'elle produit des disfluences. Oui, voilà, elle nous a produit un E. C'est normal. C'est entraîné comme ça. Voilà, et donc vous pouvez continuer la conversation comme vous le souhaitez. Et quoi d'autre? Ah voilà, elle nous fait une autre type de disfluence qui commence un mot puis elle se corrige. J'aime bien faire du bœuf. Enfin, j'ai commencé à faire de l'athlétisme et eux, bon voilà, justement, elle nous produit pas mal de disfluence. Voilà, donc là, je peux effacer la conversation. Il y a un autre mode aussi où là, c'est lequel? Oui, voilà, c'est l'exemple du que vas-tu nous cuisiner aujourd'hui. Là-dessus, il y a les options et on peut imposer aussi comment elle va commencer son tour de parole. Donc voilà, je lui impose de commencer par alors nous allons voir la recette. La recette de ce midi, ouais, bon, voilà, elle me génère quelque chose. Si jamais je suis pas satisfait, je peux générer une autre réponse. Voilà. Et il y a aussi un mode un peu expérimental. Bon là, justement, le prompt que j'ai mis, j'ai vu que ça marchait pas très bien. Où on peut demander plus d'un tour de parole. Ou là, attendez, donc je vais effacer la conversation. Je vais dire bonjour Julie et Jérôme, veuillez vous présenter rapidement. Bon, pour qu'elle essaie de sortir, parce que bon, elle est capable le modèle est capable de comprendre des conversations multipartites, pas simplement deux locuteurs. Donc là, en chat, on est un peu. Ouais, bon, là, la mise en forme, le truc, c'est que on utilise une API de chat, donc on est un peu. Mais là, voilà, elle a fait intervenir un troisième intervenant, on voit. Donc d'abord, elle a fait se présenter Julie. Et après, on ne sait pas qui c'est le deuxième intervenant. Il ne dit pas que c'est Jérôme, mais voilà. Bon, ça, c'est un petit peu un hack, mais c'est pour pouvoir générer voilà, plusieurs choses. Et si on veut qu'elle continue aussi, à un moment, il suffit d'envoyer la réponse vide et elle devrait continuer sur sa lancée parce qu'on est limité par. Enfin, il y a une taille maximale de génération par défaut. Et si on veut aussi qu'elle continue à parler au lieu de nous rendre la parole, on peut lui envoyer un tour de parole vide.
Voilà, en gros, donc vous avez le lien, je reviens sur la page de présentation. Voilà, c'est le lien de la démo, il est ici, là, c'est dans les espaces de OpenLLM France. Vous pouvez jouer avec le chat. Ouais, merci. Voilà. Donc, il faut libérer le partage d'écran pour laisser la place à Anastasia et à Pierre-Carl. Est-ce qu'il y aura peut-être des questions avant qu'on passe à notre petit bout de chemin en plus par rapport au modèle clair, peut-être? Ou vous préférez qu'on passe à notre présentation tout de suite? Oui, je pense que vous pouvez commencer. Après, on verra au fur et à mesure vers la fin. D'accord. Merci. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Donc, on va commencer par peut-être nous présenter. Donc, présenter le projet Clair Théâtre qu'on a vu vraiment sous l'angle d'une expérimentation et une expérimentation d'acculturation avant tout. Donc, qui s'est inscrit finalement dans le cadre des travaux qui ont été menés par Jérôme et Julie, en fait, mais sous, disons, un angle beaucoup plus généraliste. Donc, vraiment dans cette idée de création de modèles conversationnels. Et notre angle était assez différent. Donc, on va commencer par se présenter rapidement. Pierre-Carl, je te passe la parole si tu veux commencer. Très bien, rapidement. Donc, moi, je suis Pierre-Carl Langlais, je suis Head of Research à OPSI, chercheur en humanité numérique, ce qui explique aussi un peu le sujet qu'on va présenter aujourd'hui. Donc, on s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle le fine-tuning culturel. Comment est-ce qu'on peut adapter des modèles à différents environnements? Et de ce point de vue-là, Clair Théâtre est assez proche d'un autre projet qu'on a déjà fait qui s'appelle Monad GPT, qui est un LM entraîné sur le 7e siècle. Donc voilà, en parallèle, mais bon, là, ça parlera également, nous, on travaille également beaucoup avec la DINUM en ce moment pour le développement de leur IA générative qui s'appelle Albert. Et j'en dirai pas plus. Oui, tout à fait. Donc, on fait partie d'OPSI où Pierre-Carl et moi animons le laboratoire qui s'occupe donc principalement du fine-tuning et d'implémentation des LLM pour les services publics ou pour les projets à portée, par exemple, éducative. Donc, on commence à travailler notamment avec Bibliothèques sans frontières et d'autres acteurs de ce type. Donc, ce qui nous distingue, c'est vraiment cette, disons, amour et ce background en humanité numérique, donc comme vient de dire déjà Pierre-Carl, qui finalement quand même va orienter la manière dont on aborde les objectifs de création des modèles avant tout, puisque on sait que l'effervescence que l'on est en train de vivre actuellement, il a évidemment énormément d'avantages, donc surtout en ce qui concerne donc les créations dans l'écosystème open source, mais aussi on tient quand même à garder une approche plutôt frugale en fait et bien décliner des modèles selon des besoins, on va dire précis ou qui permettent donc de dégager des bénéfices intéressants, qu'ils soient donc organisationnels ou culturels. Et donc, justement, pour parler un peu plus précisément du projet Clair Théâtre, ce que Clair Théâtre, en fait, c'est un modèle qui a été donc réentraîné, en fait, à partir du sous-corpus, du corpus de Clair, à savoir les 5000 de dialogues de théâtre classique. Et ce choix-là, il a été fait pour donc justement, en fait, en quelque sorte répondre à notre, finalement conviction en fait sous-jacente et qu'on voulait tester face à la réalité qui est parfois bien plus rude, hein, donc que l'on souhaiterait face à nos convictions. Et la conviction, c'est qu'on ne peut pas, dans le domaine de l'IA, de se contenter de proposer une vision uniformisée de la langue. Et c'est que des modèles affinés puissent éventuellement donc permettre d'aller plus loin dans cette idée d'écriture à la manière
en créant en fait des mondes artistiques, des mondes créatifs tout à fait différents de ceux que l'on peut faire avec des grands acteurs de marché. Donc, une information aussi importante, c'est que on avait effectué ce fine-tuning expérimental à partir du modèle Mistral Hermès, qui est déjà en lui-même en fine-tune. Donc, Pierre-Carl, peut-être que tu peux dire quelques mots parce que je sais que Non. tu adores ce modèle. Oui, tout à fait, j'en fais régulièrement la promotion. Donc, faut savoir, donc, à chaque fois, il y a une différence vraiment importante entre modèle de base et modèle fine-tuné appliqué, qui correspond à la différence entre GPT-3, donc qui est le modèle OpenAI, qui est vraiment servi de base, et ChatGPT, qui est un modèle fine-tuné qui a été pensé pour suivre la conversation. Ça a l'importance que lorsque vous discutez avec un modèle, il faut qu'il comprenne ce que c'est qu'une question avec une réponse. Il faut qu'il comprenne aussi qu'il peut y avoir tout un passif dans la conversation qu'il doit pouvoir indiquer. Donc, l'avantage avec ce modèle Mistral Hermès, c'est qu'il a déjà été entraîné sur un grand corpus de 900 000 instructions de GPT-4, il me semble principalement à l'origine, et qui est déjà en multilingue. Et donc, l'avantage, c'est que ça résout aussi quand même une partie du problème qui a déjà été souligné, le fait que les modèles de base répondent plutôt naturellement en anglais parce qu'il y a une telle surreprésentation de l'anglais qui est absolument massive dans ces données. Mais ça peut se corriger au niveau du fine-tuning. Et c'est vrai que moi, depuis quelques semaines, j'ai un peu changé mon approche sur comment est-ce qu'on fine-tune, c'est-à-dire passer on prend juste le modèle de base et puis on va appliquer ça en corpus, à pourquoi pas utiliser plutôt un modèle déjà général, fine-tuné déjà de manière généraliste, avec un certain nombre de capacités qui sont déjà là, donc pas besoin de réinventer la roue, à savoir un modèle qui sait comprendre ce qu'on lui demande, qui sait comprendre que c'est une question et qu'il faut qu'il écrive la réponse, et non pas qu'il continue simplement d'écrire du texte, toutes ces choses-là qui sont déjà là. Et ça va avoir l'importance après mais ça on en parlera juste après, sur comment est-ce qu'on va structurer le corpus, comment est-ce qu'on va structurer le dispositif d'entraînement, qu'est-ce que ça change, et ça j'en parlerai plutôt après. Et donc, en fait, l'expérimentation s'est inscrite dans un contexte où on a des grands acteurs, donc des modèles à la fois finalement fermés comme ChatGPT, donc on peut parler également de Claude qui n'est pas disponible en France, mais aussi des modèles open source. Donc même si la définition open source en effet est sujet au débat, donc mais des modèles donc comme Llama ou Mistral sont quand même principalement entraînés sur des corpus de web contemporains qui, en réalité, ne reflètent pas seulement même la diversité historique, donc ou donc les contextes culturels précis, mais ne reflètent pas la diversité linguistique et stylistique en fait que l'on peut trouver dans la littérature, dans le patrimoine culturel, notamment français. Si pour l'anglais il y a une certaine présence de cette diversité, même si les formats sont en réalité finalement, les formats stylistiques, je veux dire, ne sont pas forcément si riches que ça non plus, parce que n'oublions pas que les PDF à ce jour sont très peu exploités. On est un peu dans cette idée de collecte plutôt assez brute en fait, donc avec des corpus assez immédiatement disponibles, plutôt en flux, donc des common crawl ou donc des corpus littéraires disponibles sur Wikisource ou d'autres plateformes de ce genre. Néanmoins, quand même pour l'anglais, ça va encore. Bon, pour le français, on le sait déjà, les corpus français sont extrêmement minoritaires dans les corpus d'entraînement de ces modèles. Et même si, on ne connaît pas exactement ce qu'il y a tout à fait dedans. On aurait pu imaginer que cette idée de fine-tuning, d'affinage culturel, qu'elle serait un tout petit peu résolue finalement avec la sortie des GPT, des assistants d'OpenAI qui ont été annoncés avec une pompe assez importante. Mais en réalité, au-delà de, c'est un peu des jokes, mais au-delà de Laundry Buddy, donc un assistant qui permet de bien planifier ces cycles de lavage, en réalité, c'est assez difficile et en tout cas, les tests que nous avons pu mener chez Opsy démontrent que les assistants, les GPT ne sont pas tout à fait adaptés justement à cet affinage culturel. Pour vous donner un petit exemple, j'avais créé un assistant Jean-Marc Jancovici. Donc, comment est-ce qu'on crée un assistant? Là, en fait, on peut donner un corpus assez finalement conséquent, en fait. Donc, le corpus que j'ai donné, c'était toutes les publications de Monsieur Jancovici sur LinkedIn. Et lorsque j'ai posé ma première question était quelle était sa position sur le nucléaire, et Jancovici GPT m'a répondu que le nucléaire c'est quelque chose de très dangereux. Enfin ce n'est pas pour évidemment critiquer outre mesure OpenAI, mais on voit qu'il y a quand même des limites et qui sont en réalité structurelles, donc et liées aussi au coût d'infrastructure tout à fait gigantesque que l'entreprise supporte en ce moment.
on voit qu'il y a un manque de flexibilité et d'adaptabilité que l'on souhaite en réalité pour des projets plus créatifs. En fait, lorsqu'on a besoin de latitude plus large de langage, notamment lorsqu'on a besoin d'adaptation de style plus fin, etc. Donc, cette non-flexibilité, certes, elle est limitative, mais elle est aussi assez problématique. Et là, c'est, disons que dans le modèle Clair Théâtre, c'est quelque chose que l'on essaie de résoudre un peu moins. C'est pas notre objectif principal, mais c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est que face à des corpus de plus en plus uniformisés, avec des modèles de langage qui ont cet effet et cette structure assez totalisante, hein, donc notamment de reproduction des structures de vision du monde cachées de manière, enfin présentes de manière latente en fait dans notre langue, sans que l'on s'en rende forcément compte. Bah, on se pose la question si donc la profusion, donc la présence plutôt uniquement de ce type de modèle très anglo-saxon et très basé sur une seule et unique vision du monde ne se terminerait pas par la propagation du même qui donc risquerait d'éclipser en fait cette diversité à laquelle finalement on tient quand même nous beaucoup. Donc, Clair Théâtre, bah, justement, se base sur cette volonté de comprendre si le fine-tuning léger, et là, le mot léger, il est très important, parce Ouais. qu'on s'inscrit dans cette démarche de frugalité, ou si on peut de débrouillardise, d'artisanat, en fait, puisque derrière l'artisanat, qu'est-ce qui se cache? C'est la démocratisation et l'ouverture de possibilités d'adaptation des modèles aux visions du monde de plus en plus particulières. Donc, et ça, c'est quelque chose en quoi on croit beaucoup également. Donc, est-ce que ce fine-tuning léger d'un modèle open source pourrait réussir? Et donc, comment est-ce qu'on Bah, a procédé? Bah, Pierre-Carl, je te passe la parole. très très bien, bah, je vais prendre le relais du coup. Donc effectivement, cette notion de fine-tuning léger, elle est intéressante effectivement à la fois sur concrètement combien ça coûte d'en faire un, et puis aussi en termes d'approche qui va être utilisée. Donc il faut savoir que ce qu'on appelle aujourd'hui fine-tuning, c'est pas le fine-tuning original, que maintenant du coup on appelle le full fine-tuning pour bien différencier parce qu'il est nettement moins utilisé. Ce qu'on appelle utilisé aujourd'hui, ce qu'on appelle le fine-tuning LoRa. Donc concrètement, en fait, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de prendre tous les poids du modèle, qui est très lourd, sachant qu'en plus, on va juste faire un ajustement sur, en réalité, un petit corpus. Hein. Mistral a été entraîné probablement sur 1000 milliards de mots, peut-être même 3 ou 4 milliards, on ne sait pas. Là, on va être visé en réalité quelque chose qui va être de l'ordre de peut-être 5 à 10 millions de mots, peut-être grand maximum. Donc, c'est vraiment pas très grand à côté de ça. Donc, plutôt que de rajouter tout le modèle qui est énorme, on va juste ajouter une petite partie qui se trouve à la fin. Donc, vous savez, le modèle, c'est plein de neurones qui réfléchissent les uns par rapport aux autres. C'est un peu comme un cerveau, comme un long tuyau, hein, et à un moment donné, il y a l'information qui doit arriver à la fin. Et là, on va juste changer la fin, on va juste réajuster de manière à ce qu'il se bouge un tout petit peu, il se décale en termes de... L'intelligence artificielle, c'est vraiment un espace, hein, c'est un espace culturel en réalité. Hein. Donc à la fin, l'idée, c'est qu'on va décaler un petit peu ça dans un autre espace de représentation qui ne va pas forcément être celui du modèle initial, mais qui va être un autre sur lequel on veut aller, qui est donc celui qui est classique. Donc voilà, donc c'est pour vous dire à quel point ça a l'incidence effectivement en termes de coût. Après, c'est aussi des limitations et c'est là où je pense que le fine-tuning léger ne résoudra pas tout et qu'en réalité, si on veut vraiment prendre au sérieux la question de la diversité culturelle, il faut également probablement aller également sur le terrain de l'entraînement ou du réentraînement de grands modèles, c'est inévitable. Mais néanmoins, on a quand même pu vous en montrer quand même la faisabilité, on peut faire quand même beaucoup de choses quand même à partir du moment où on a accès à ces poids-là. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on a? Déjà, ce qui est très important, et là je pense qu'on est vraiment en plein dans le sujet du débat aujourd'hui, on a des séquences de dialogue. Donc concrètement, mais là c'est une même problématique que le projet Clair, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur une question et une réponse, ce qui est un dataset d'instruction, qui est extrêmement courant à LLM, mais là on est vraiment sur un dataset continuel où c'est un échange, un autre échange, un échange, un autre échange, ainsi de suite, dans un flux continu. Pour ça, il faut une syntaxe spéciale qui est celle qu'on a réutilisée, qui s'appelle ChatML, qui est celle d'OpenAI. Donc concrètement, avec des signifiants spéciaux qui ont des noms barbares, hein, ça va être imstart, imend et imstart, imend, qui sont là en fait pour signaler, ok, ça c'est un morceau de dialogue, ça c'est la fin. Puis ensuite il y a un deuxième dialogue, ça c'est la fin. Il faut que le système comprenne bien ce système-là. Donc c'est là où il peut y avoir des erreurs d'ailleurs des fois. Hein, des fois s'il ne comprend pas bien, du coup il va continuer de générer des choses qui ne sont pas là, censées être là. Il peut y avoir un certain nombre de bugs, mais il faut qu'il comprenne bien que, ok, à partir du moment où il y a ce mot spécial qui apparaît, qui ne va pas être lu dans la version qu'on va voir sur l'écran, mais il faut qu'il arrête de générer et qu'il attende la réponse de la personne. Donc ça, c'est la première chose qui est importante. La deuxième chose qui est importante, c'est effectivement le fait que, comme je l'ai dit, c'est pas très cher. On a été sur environ 6 heures de réentraînement.
ce qui a dû coûter environ 20 € à peu près, parce qu'on a utilisé un GPU un petit peu puissant quand même, hein, on a utilisé un A100, mais ça tient sur une seule machine. Donc, c'est vraiment pas très cher, donc ça veut quand même dire effectivement qu'il y a un potentiel de démocratisation qui est important, puisque même des organisations, même des particuliers un peu geeks, en réalité, peuvent faire des choses comme ça. Ce qui est d'ailleurs l'incidence d'ailleurs sur la question de la régulation, parce qu'il y a beaucoup eu d'approches aujourd'hui qui étaient quand même très basées sur ce qui s'appelait des safety guardrails, donc l'idée que les modèles de base allaient être protégés, qu'ils en empêchaient pas, enfin un certain nombre de choses. En réalité, ces guardrails-là, elles sautent juste avec ça. Il suffit de ça, en fait, pour faire bouger le modèle. Et typiquement, lui faire réaliser une détecte érotique si on veut. Enfin, tout est possible. Donc ça a quand même des implications, et c'est là où je pense qu'il faut qu'on change radicalement d'approche sur ce qu'on aimerait faire en termes de régulation. Ça veut pas dire qu'il faut pas en faire du tout, mais juste qu'elle se pose sur un autre plan. Et puis enfin, je terminerai sur un dernier point qui me semble important. Comme je vous l'ai dit, on est parti d'un modèle déjà entraîné. Donc, il comprend déjà la structure des dialogues. Ça aide beaucoup, parce que du coup, on n'a pas besoin de réinventer le roue. Il y a déjà cette notion-là. Par contre, ça a des implications en termes de comment est-ce qu'on pense l'entraînement, et moi, ça a radicalement changé la manière de le penser jusqu'à il y a encore quelques semaines. Concrètement, il faut appliquer ce qu'on appelle un taux d'apprentissage, ça s'appelle le learning rate, qui est vraiment un paramètre extrêmement important, qui détermine dans quelle mesure on va s'imprégner du nouveau corpus, ou dans quelle mesure on va oublier ce qu'on avait avant. Lorsqu'on est sur un modèle de base, il vaut mieux essayer de le maximiser, parce qu'en réalité, autant qu'on saigne autant que possible avec le nouveau corpus, c'est mieux. Puis, de toute façon, le modèle de base, il est très flou, hein, c'est une pièce pâte à modeler, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Si par contre on est sur un modèle déjà adapté, déjà conversationnel, donc en fait ça va être le descendant de ce modèle-là, on n'a pas intérêt à la mettre très haute en réalité, parce que sinon on va perdre les capacités que le modèle a et qu'il amène avec lui. Et je terminerai sur un dernier point sur la question de la régulation. Il me semble que ce type d'usage qui est en train de se généraliser en réalité pose de vraies questions. Parce que concrètement, qu'est-ce qu'on a ici? On a une chaîne de responsabilité. C'est-à-dire qu'on a potentiellement Mistral qui a créé son modèle de base, avec quand même des choix qu'ils ont fait en corpus qu'on ne connaît pas, d'ailleurs. C'était quoi pas en pack, on ne sait pas exactement où ils sont allés les piocher. Ensuite, on a le projet Mistral Hermès, qui est un peu plus ouvert, mais n'empêche, ils n'ont pas ouvert leur corpus d'instruction. On ne sait pas non plus quels choix ils ont mis. J'ai appris beaucoup plus tard qu'en fait, il y avait très peu d'éléments conversationnels dans ce corpus-là. Ça marche quand même, mais n'empêche, c'est effectivement un facteur important. Et puis troisièmement, il y a notre version. Et savoir exactement, lorsque le modèle génère quelque chose, peut-être potentiellement inconvenant, à qui on est la cause, c'est de vraies questions. C'est très compliqué de savoir à remonter jusque-là. Et donc, on rentre dans évidemment le débat politique et de régulation, où finalement, on va devoir choisir entre la liberté donc de production de modèles en fait, et donc l'exercice de cette liberté de réentraînement en fait, d'appropriation de la technique, qui, je pense, a beaucoup quand même de potentiel, notamment pour tous les secteurs de niche. Là, quand même, prenons bien conscience. Clair Théâtre, c'est quand même un modèle dont, par exemple, les grandes entreprises ou les grands acteurs économiques n'auraient pas besoin immédiatement. En revanche, c'est typiquement un modèle dont la particularité peut faire naître beaucoup de créativité, en fait. Donc, typiquement, c'est quelque chose qui passerait toujours, évidemment, par le mouvement plutôt open, donc par les enthousiastes, enfin, par les amateurs. La vraie question, c'est puisque ces modèles peuvent exister et leur production peut exister sur des infrastructures informationnelles, donc quand même de large diffusion. Bon, comment est-ce que tout cela va se réunir afin que on puisse préserver quand même cette liberté créative et technologique, et en même temps qu'on puisse avoir des garde-fous en fait pour l'espace public qui risquerait d'être quand même inondé en fait par les modèles. Par exemple, bon, ça c'est Clair Théâtre, demain Clair QAnon. Bon, évidemment c'est un peu apocalyptique, mais cela pose de vraies questions bien entendu. Et donc Clair Théâtre, que peut-elle faire? Et bon, on peut écrire un peu de tout. Donc, en ce qui concerne le théâtre, des pièces de boulevard, des tragédies, du mélodrame, du vaudeville, mais aussi, comme tout modèle de langage, elle peut tout à fait halluciner. Donc, hallucination étant plutôt son mode de fonctionnement de base, c'est plutôt essence and not the feature. Donc, et évidemment, lorsqu'on va lui poser une question un peu plus non théâtrale, elle va quand même répondre, mais de la manière tout à fait bricolée. Donc, et on vous invite donc à tester le modèle avec nous. Je vais partager le lien dans le chat, et peut-être Pierre Carl, je te laisse en tant que le vrai créatif de la bande, commencer à poser un peu de questions si tu veux. Est-ce que tu veux partager ton écran ou est-ce que je commence? Moi, j'avais une petite question, question tout de suite à lui poser. Très bien, parce qu'en fait, là, concrètement, d'ailleurs, on quand même remercier Hugging Face de nouveau de voir mise en place l'infrastructure
qui permet justement d'utiliser ces modèles sous format de chatbot, hein, on peut en poser comme un horizon presque indépassable d'interaction avec les modèles, même si on espère que de nouvelles formes vont rapidement surgir. Mais on remercie évidemment cette entreprise pour les efforts tout à fait incroyables qu'ils font pour le mouvement open source. Donc là, on est dans cette interface qui est assez basique. On va demander à Claire à écrire un début de pièce de théâtre. Bon, là, je suis assez précise parce que je veux quand même que vous voyez des bons résultats. Écrire un début de pièce de théâtre sur on va dire, les tech bros, les tech bros à bord de crise de nerfs. Je crois qu'on dit ça en français, n'est-ce pas? À bord de crise de nerfs. Allez. Au bord de la crise de nerfs, ouais. Au bord de la crise. Anastasia, oui. Excuse-moi, pourrais-tu zoomer un petit peu sur la page? Alors, est-ce que je peux… Ah bah oui. Waouh. Est-ce que c'est mieux? Voilà, ouais. On va que tu remontes après pour la réponse, du coup, mais oui. Ouais. Ah non, on voit pas la réponse, du coup, oui, mais c'est pas grave. Bah oui, je vais dézoomer. Oula, alors, ça a l'air tout à fait… Il y a Jules qui hurle. Hein. Ouais, tiens, on vend la crise de nerfs, là. Alors, donc, est-ce que vous voyez? Bon… Où il y a même Lisley, hein, d'ailleurs on est inclusif, Pierre-Carl, je crois qu'on va pas avoir trop de plantes sur ce sujet pour l'instant. Écoutez, vous voyez, avec ce… Donc, on va quand même… notre recageability is gone. Donc, on a à la fin l'anglais qui revient un tout petit peu au galop, comme la première nature. Qui est assez intéressant donc et qui demande effectivement ce que le modèle soit éventuellement fine-tuné avec davantage de corpus. Donc là, on était quand même sur quelque chose d'assez léger. Mais en fait, vous pouvez juger par vos propres yeux. On est quand même sur une écriture très différente de ce que pourrait proposer ChatGPT en tout cas. On est vraiment dans là c'est pour le coup presque une pièce de théâtre d'absurde. Donc ce qui peut-être n'est pas très éloigné du monde de la Startup Nation. Enfin, on est quand même sur quelque chose de plus créatif, d'assez différent. Donc ça ouvre des perspectives. Pierre-Carl, peut-être tu veux essayer. Toi, tu as une. Oui, bien sûr. Ouais, allez, hop. Ça fait des tests. Alors, désolé. Je ne vais pas quand même monopoliser Claire pour moi. Si. On va partager. Désolé, comment ça fonctionne? Voilà, share screen. Yep, et on va prendre du coup. Désolé. Entre-temps, il y avait. Alors, screen, ça va être plus simple. Allô. Alors, je vais t'en refaire un du coup. Allons-y. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. C'est peut-être un peu peint. Je vais faire, donc je vais demander par exemple. Alors, c'est pour vous montrer aussi à quel point, en fait, comme il a sa personnate de théâtre qui continue de se maintenir, en fait, tout au long, même si on lui montre autre chose en réalité. C'est ça qui est assez fascinant. Donc là, par exemple. On voit pas encore le chat, Pierre-Carl. Alors, désolé. Voilà, faudra que tu passes à. Ouais, alors, c'est pas normal. Je vais peut-être changer. Alors, écoute, tu sais quoi, tu vas me dicter. Ça va être plus simple. C'est plus simple parce que là. Allez, dicte-moi, ça va être plus simple. Alors, demande-lui juste quelles sont les planètes du système solaire. Tiens, allez. Quelles sont les planètes? Peut-être une nouvelle discussion, sinon il va rester en mode de la précédente, je pense. Yes. Voilà. Alors, donc, quelles sont les planètes du système solaire? Voilà. Alors, on va espérer j'espère qu'il va me faire une jolie réponse du coup, parce que alors là, c'est quand même... On va toujours s'enfiler avec ces petites machines. Voilà. Voilà, donc vous voyez qu'il a un style quand même très théâtral. Bon, d'ailleurs, elle ne m'a pas répondu ce coup-ci. Hein. Il y a un peu de pathos. Il y a un peu de pathos. Oui. En effet. Il refuse de répondre. Moi, c'est bien. Mais Tech Bro Crisis, d'ailleurs, j'ai vu que dans le Tech Bro Crisis, c'était les données qui étaient de nouveau au centre des problèmes de la startup. C'est en effet, ça préfigure en quelque sorte nos difficultés actuelles. Écoutez, donc écris-moi une vaudeville sur le webinaire excessivement réussi du cycle de la voix. Bon, voilà, on s'aime beaucoup, donc on se permet quand même de le faire. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, je pense qu'on a quand même presque cassé le modèle. Je crois aussi. Aïe, on va voir.
C'est les 3 petits points d'angoisse, en Ouais, fait. c'est ça, là, il est en train de réfléchir, le pauvre, le GPU il souffre. Sinon, tu pourras la GPU, retaper il souffre. éventuellement. Ah, ça Ah! y est. Mon Oula! cher ami, il est toujours. Ça se discute. Il y a en effet, je pense que alors le cycle de la voix qui revient, Voilà, un véritable le succès. succès de la voix était incroyable, tout le monde est parti heureux et content, excepté moi. Ah bah non. Et bah bon. Donc, disons que on voit très bien l'imprégnation par le style. Je pense que le modèle a clairement perdu pas mal en reasoning, donc ce qui démontre en fait qu'on a toujours des choix cornéliens pour le coup à faire quand on veut procéder au fine tuning culturel avec des objets plutôt on va dire des objets aussi incertains que les textes comme des pièces de théâtre. Donc peut-être vous êtes évidemment invité à tester par vous-même. Donc, et je vais peut-être me permettrai de revenir sur les enseignements en fait qu'on a pu tirer de cette expérimentation. Le premier étant, enfin finalement, celui qu'on a pu constater au travers de nombreux travaux qu'on a menés jusqu'à aujourd'hui, aussi avec l'Adinium, avec les modèles, les plus petits modèles type Tintin IA, donc qui est pour le coup modèle d'image, et d'autres modèles, c'est que finalement, les modèles ouverts peuvent être adaptés a posteriori, mais sous réserve de disposer de très bons corpus. Et alors là, c'est évidemment un point absolument central, puisque si nos corpus ne sont pas de bonne qualité, ne contiennent pas suffisamment de diversité en eux-mêmes, ou qu'ils ont des problèmes de formatage ou autres, disons des problèmes divers et variés qu'on peut avoir. Bon, c'est ça où doit commencer le vrai travail, en fait, une fois qu'on a identifié l'objectif d'affinement, qu'il soit culturel, organisationnel ou autre. Ce qu'on peut voir également, c'est que le fine-tuning permet une adaptation culturelle assez forte, avec peu de ressources computationnelles. Et donc, on peut en effet voir ça comme un vecteur, ce fine-tuning, on peut le voir comme un vecteur là où créativité rencontre finalement une certaine prouesse technologique. Hein. Donc, on est quand même face à des modèles euh, des modèles de base qui avaient été entraînés avec d'énormes quantités de données et qui sont là. En fait, c'est possible de les fine-tuner sur Google Colab, donc avec très peu de moyens à la fois computationnels, mais aussi financiers, ce que je pense est assez intéressant, démocratiquement parlant. En revanche, l'infrastructure reste un obstacle majeur, puisque en fait, ce qu'on a pu constater, c'est que, c'est finalement l'interface et sa disponibilité qui constitue la partie la plus importante du budget du projet, et que laisser en fait le modèle tourner en continu sur Hugging Face, cela coûte assez cher et finalement ce n'est pas non plus une approche je dirais très sobre de la chose, puisqu'on occupe en quelque sorte une partie du GPU, partagée. Ce qui pose des vraies questions. Donc peut-être Pierre-Carl aussi, donc au niveau des limites en fait du fine tuning par rapport aux modèles initiaux, donc aux modèles de base. Je pense que tu peux rajouter un mot là-dessus. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on essaie vraiment de maximiser quelque chose. Le fine-tuning, c'est principalement l'orientation dans l'espace, principalement. Donc, on a ce modèle qui est un immense espace culturel qui contient plein de choses. Et on va essayer de faire en sorte qu'il reste toujours au même coin. Ça peut fonctionner dans une mesure. Typiquement, on peut réussir à fine-tuner à peu près en français, même si on a pu voir qu'il peut débrancher vers l'anglais occasionnellement. Mais qu'empêche, je pense que ça peut fonctionner. On peut presque arriver à faire l'alignement sur du français classique, même sur du vieil anglais, sur du vieux français, ça peut à peu près fonctionner. Mais on sent quand même qu'on arrive rapidement quand même à une limite assez dure, qui est le fait que ces corpus sont entraînés comment? Ils sont entraînés principalement sur ce qu'on appelle le common crawl, donc ce sont des archives du web très récentes. Ils n'ont même pas pris des archives de web anciennes, ils ont pris des archives de web de 2022. Principalement des documents qui ne sont pas sous PDF. Donc, on se coupe concrètement toute la bonne partie de la réputation scientifique, tout ce qui est l'héritage culturel, et ainsi de suite. Et je pense qu'on se touche quand même aux limites d'une absence de profondeur. C'est-à-dire qu'on fait le maximum avec ce qu'on a, avec les petits morceaux qui peuvent rester de bouts de trucs qui traînent déjà, qui s'approchent un petit peu du français du 19e siècle, parce qu'il y a des préjugés qui sont dedans, probablement. Des choses comme ça, ok.
Mais néanmoins, on voit bien que quand même le fait de ne pas avoir cette vision d'ensemble de ce qu'on peut faire avec le pre-training, de pouvoir réussir à structurer des grands corpus là-dessus, d'avoir un vrai regard et d'avoir une vraie, je dirais, profondeur culturelle finalement dans ces modèles-là, à un moment donné, c'est quand même bloquant. Et je pense que là, actuellement, c'est quand même vraiment la frontière à laquelle on va se heurter de plus en plus, parce que tout ce qu'on peut réussir à faire en fin de tuning, on commence à l'avoir fait, et si on veut pouvoir aller au-delà, va falloir commencer à aller également sur ce terrain-là. Donc, on va s'arrêter là et on est évidemment ouvert et on serait ravis de prendre vos questions donc, et d'essayer d'y répondre au mieux. Merci. Merci beaucoup. Oui, en effet, nous avons des questions. Voilà, je pense que nous avons répondu à quelques-unes. Après, la toute dernière. Donc, des prompts, avons-nous essayé des prompts contraignants pour éviter les dérapages en anglais ou hors contexte? Pierre-Carl, peut-être, parce que je sais que pour Clair Théâtre, nous n'avons pas fait ce travail, mais en revanche, dans le cadre de nos projets avec la DINUM, Alors, il en était largement question. Alors, c'est déjà un petit peu le cas quand même, parce qu'on a ce qu'on appelle un system prompt, qui en fait a un prompt spécial où on définit le cadre de l'interaction et de comment les gens... Il est en français, et normalement, on s'est dit clairement, ok, tu es une personnalité, ça aide un petit peu aussi à guider pour le fine tuning. On voit que c'est pas assez. L'autre solution, alors là, c'est ce qu'on a fait pour la DINUM, ce que j'appelle le traitement de cheval, c'est-à-dire que vous mettez un taux d'apprentissage assez élevé, et là, comme ça, il y a quand même un moment où ça finit par converger. C'est ce qu'on a beaucoup fait en ce moment et ça fonctionne pas mal. Sinon, une autre solution qui est un peu en train d'émerger, mais tout ça est très expérimental en fait, c'est mettre en place un système de correction automatique du modèle, ce qu'on appelle de la DPO aussi, c'est aussi du RLHF, hein, donc c'est ce qu'on appelle du Responsive Learning Human Feedback. Concrètement, à chaque fois, on va faire le modèle test. C'est un peu comme les approches AlphaGo, vous savez, lorsqu'ils avaient testé le jeu de Go et le modèle a fait plein de parties contre lui-même, là c'est la même chose, il faut des parties là en l'occurrence c'est des textes contre lui-même, mais jusqu'à de manière à maximiser un certain nombre de règles. Cette règle, pour le coup, là, ça peut être opérationnalisé parce que la détection de langue fonctionne bien. On peut dire, ok, très bien, il faut que tu maximises le fait de parler en français. Donc ça, c'est des choses qui peuvent fonctionner, mais qui sont encore vraiment des questions ouvertes. Et c'est là où je me demande quand même si on n'est pas en train de rafistoler plein de trucs, parce qu'en fait, on n'a pas réglé la question au niveau du pré-training. C'est-à-dire que, comme on n'a que 0,16% de français dans l'AMA, on a vu c'est pareil dans Mistral, probablement pareil dans OpenAI. Tout le monde s'en fout en réalité, parce que tout le monde dans la Silicon Valley, tout le monde parle anglais, et tout le monde croit que tout dans Wikipédia en anglais, sans penser qu'il y a 5 000 articles qui existent ailleurs. Donc, en réalité, je pense que tant qu'on n'aura pas vraiment soulevé cette question-là, tous les rafistolages qu'on va essayer de faire, ce sera mieux, mais on ne va jamais solutionner le problème de base. Oui, et c'est encore pire pour évidemment, en français, on est encore bien loti. Lorsqu'on prend des langues d'Europe centrale, qui sont pourtant, c'est des langues avec un énorme patrimoine culturel et des corpus très vastes qui existent. C'est catastrophique. Le hongrois, le polonais, sans parler évidemment du lituanien ou de ce type de choses. Et même c'est assez marrant, en étant ma langue maternelle est le russe, même en testant donc les modèles à l'état de l'art, type GPT-4. GPT-4 est excessivement mauvais en russe. Il n'arrive même pas à reconstituer un bon espace sémantico-syntaxique en fait. Donc, ce qui montre clairement un sous-apprentissage, donc qui ne lui permet pas en fait de faire du transfert efficace, comme c'est le cas pour d'autres langues. Donc, c'est vrai que ça pose des véritables questions. Bon, la Russie étant un peu, disons, sur les marges avec ses propres modèles développés par Yandex, mais en revanche, en ce qui concerne les langues de l'Union européenne, cette question va se poser de manière encore plus, je pense, importante dans les mois et les années à venir, dans le cadre de la stratégie européenne de l'accélération de l'EA. Et si je peux compléter concernant le français, c'est également la raison pour laquelle on a décidé de reprendre l'entraînement de Bloom, parce que c'est le modèle qui, d'une part, donc ouvre ces données, mais également contient la plus grande proportion de données en français. Et donc, nous, on a décidé de joindre nos forces avec OPSI, bien sûr, et pour rassembler un volume de données suffisant à vraiment impacter ce modèle pour qu'il soit particulièrement performant sur le français.
Je dirais sur le français et on va essayer d'embarquer les langues régionales, même si celle-là c'est plus expérimental, mais j'y tiens quand même parce que là on est carrément sur une situation d'exclusion qui pose des vraies questions en réalité en termes de diversité culturelle. Alors ça se pose pour la cohésion régionale, ça se pose pour les langues du Sud, et il ne faut pas qu'on s'amuse quand même à recréer, je trouve, un immense fossé numérique avec de l'IA, surtout une fois que ça va commencer à être déployé dans plein de situations, hein. Service public, entreprise, etc. Bon, ben, dans ce cas-ci, c'est une vraie question. Et je trouve qu'aujourd'hui, les entreprises de l'IA ne sont pas assez responsables là-dessus. Et, Ouais. et ne pas s'engager, avec un minimum de documentation, comme on le voit, c'est une sortie récente où on balance du chevalier, on ne fait rien d'autre, je ne pas personne. Mais voilà, donc quand même, je trouve que ne pas juste sortir au moins un minimum de documentation, sans même parler encore plus en détail pour des questions de responsabilité, c'est un vrai problème. Et pour juste, dans l'idée d'escalier, évidemment, pardon, excuse-moi Jean-Pierre, juste une petite pensée, c'est que ces modèles-là, de nouveau, ce n'est pas que la question du modèle entraîné tel quel, mais c'est aussi les structures de diffusion qui sont déjà là. Et concernant les langues régionales, donc typiquement, en fait, là, on est face à au potentiel d'extinction encore plus important de ce qu'on, finalement, c'est un peu, disons, l'imprimerie, en fait. Oui, certes, Yann Lequin est bien, comparé la révolution LLM à l'imprimerie. Bah, en fait, on est plutôt suite à la Première Guerre mondiale, en fait, où on a une telle centralisation, donc, et une telle centralisation par l'éducation et la propagation des ressources uniformisées quant à leur vision du monde, quant à la langue, en fait, que les petites langues, et surtout régionales, ils ont très très peu de chance en fait. Et je voulais préciser que c'est une problématique qu'on retrouve aussi donc dans le Voice Lab où on a donc ce souci d'aller recueillir des échantillons vocaux de différents accents de la France et de la francophonie. Et c'est pour ça qu'on participe, par exemple, à une initiative qui s'appelle le Camion Labo, qui est une initiative qui est pilotée par le CNRS et qui permet en fait d'aller promener réellement un vrai camion de place en place dans les villes et les villages pour aller recueillir donc des interviews de différentes personnes. Et ensuite, ces données-là vont venir alimenter donc le commun vocal qu'on développe dans le cadre du Voice Lab. Exactement, Jean-Pierre. Belle liaison. Nous avons d'autres questions. Je ne sais pas si vous les avez vues passer. On demande si le modèle Claire a été benchmarké pour le situer par rapport aux autres. Bon. On ne connaît pas d'autres modèles qui avaient le même but que les nôtres. Donc, on ne peut pas comparer directement en utilisant les benchmarks qui ont été faits pour les modèles fondation en général, parce que cet objectif de dialogue, c'est vraiment un peu différent. Mais on a quand même fait notre propre benchmark avec... on a fait une petite évaluation en comparant notre modèle à Falcon, Mistral et puis nos deux modèles pairs. Je voulais ajouter qu'il n'y avait pas beaucoup de benchmarks en français de toute façon. Oui, il y a ça aussi. C'est bien la même chose, ouais. Mais au-delà, en fait, est-ce que ça a encore du sens en fait de faire des benchmarks où on compare l'incomparable en réalité, dans le sens où les modèles qu'on est en train de faire, ils ont quand même, comment dire, ce sont des déclinaisons. Mais des déclinaisons qu'avec des objectifs bien précis, avec des corpus bien précis. Donc, est-ce qu'on a besoin de les benchmarker sur l'ensemble des tâches propres au modèle généraliste? Ça, vraiment, je commence à avoir des vrais doutes, parce que typiquement, il y a de très très bons fine-tune, notamment très forts, par exemple, en function calling ou autres, ou qui sont pas au contraire adaptés au format généraliste, donc qui font autre chose. Bon, on va dire, OK, ils savent pas dialoguer. Bon, qu'est-ce que ça nous raconte? Il y a de manière générale une vraie crise de l'évaluation en ce moment dans les LM, alors qui est un peu moins sérieuse peut-être sur les modèles de base, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut vouloir leur faire dire. Mais effectivement, sur le fine-tuning, il y a une telle diversification des usages et tous les benchmarks standards qui existent, même si on reste que sur l'anglais, n'ont rien à voir en fait avec la manière dont ces modèles vont être utilisés, que c'est une vraie question. Et je pense que là, il faut plutôt inventer un processus que juste se dire on va juste aller traduire MLLM en français ou je sais pas quoi.
Qui m'amène d'ailleurs aussi à l'autre question qui a été posée là sur Alpaga, à ce que je vois. Oui. Là, nous, c'est en fait quelque chose qu'on avait voulu faire, en fait, mais d'autres projets ont essayé de le faire. Hein, le projet Vigone, ils ont essayé de le faire. On avait créé une collection qu'on appelait French Instruct début juillet, dans l'idée aussi à la fois soit de traduire, soit de créer des instructions en français généraliste. Je pense plus que ce soit une bonne idée, honnêtement, parce que la réalité, c'est quand même qu'on est sur des usages qui sont extrêmement variés et que je pense que soit on a besoin du modèle pour faire une tâche ou un sujet précis, et là, il faut plutôt tout un process. On peut être bien aidé en réalité par l'instruction synthétique. Donc, notamment, nous, ce qu'on fait beaucoup actuellement avec la DINUM, c'est qu'on part d'un campus existant et on va leur inventer des questions qui n'existent pas avec un modèle qui peut être, bon, soit GPT, ça peut être Mistral Hermès qui est assez bon pour faire ça, ça peut être beaucoup de choses. Mais c'est compliqué à trouver, c'est des modèles avec des questions et des réponses, mais si on est juste sur l'idée, on a déjà les réponses encore plus, on a juste des questions, ça fonctionne assez bien. Franchement, c'est la bonne chose. Par contre, effectivement, là où je suis assez d'accord, c'est que pour faire un modèle culturellement français, je ne suis pas certain que l'instruction suffise. Alors, on pourra toujours tester des choses en continuous training, avec des énormes corpus d'instructions, un petit peu comme ils sont en train de le faire. Je pense que la bonne approche, c'est celle qu'on est en train d'essayer de faire avec Bloom, de se dire, OK, clairement, il faut qu'on élargisse le champ. Le fine-tuning, ça mémorise des choses, mais pas assez. On va toujours être confronté à la limite du fait qu'on part d'une base qui est trop étroite. On peut élargir au maximum, il y a toujours un moment où ça va casser. Et je pense que si on veut vraiment partir sur une bonne base, faut repenser les fondations. Il faut les élargir, il faut faire un modèle de fondation du coup, et il faut l'élargir. Et pour le reste, après, avoir effectivement un écosystème élargi. Alors peut-être que c'est effectivement quelque chose qui manque, je trouve que ce serait bien de l'avoir. Un écosystème élargi de partage d'instructions en français, mais pour des sujets très variés en réalité, parce qu'on peut quand même reprendre un certain nombre de choses. Ça, je pense qu'il y a un vrai enjeu. Très bien. Je sais pas. Bon, merci. Je ne sais pas si Jean-Pierre, vous vouliez ajouter quelque chose. Regarde, Jean-Pierre. Léna. Je regarde les experts. Ouais, voilà. Oui, nous sommes d'accord. L'ensemble des documents présents en ligne, c'est une base de datasets. Voilà. Oui. Je pense que Pierre-Carl, toi, c'est un sujet un peu qui nous anime là en ce moment, parce que tout n'est pas si évident, malheureusement, dans l'accès au corpus patrimonial. Malheureusement, voilà, et même le domaine public, c'est pas gagné. Je préviens tout de suite. Donc, il va falloir faire un peu de politique. Voilà, il faut joindre l'initiative OpenLLM, notamment pour demander de continuer l'initiative d'ouverture de données, donc patrimoine, Open Data, donc qui a été initiée. La France est en effet un peu pionnière et très en avance par rapport à d'autres pays. Mais dans ce cas, le mieux n'est pas l'ennemi du bien. Voilà. Donc on peut faire certainement mieux. Je termine en disant que le Voice Lab aussi continue ses discussions avec Léna. Nous aussi, de notre côté, nous contribuons à ce genre de discussion pour ouvrir leurs archives et que, bon, c'est pas gagné, mais allez, on reste positif, on va y arriver. Oui, voilà. Moi, je pense qu'on peut terminer sur ça. J'ai mis dans la messagerie le lien vers la chaîne YouTube du Voice Lab, donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne pour revoir ce webinaire qui sera rediffusé à partir de demain. Un grand merci à nos intervenants, c'était très intéressant. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, je vois au fur et à mesure tout le monde parle. Si vous avez encore des questions pour nos intervenants, vous pouvez écrire au Voice Lab. Et voilà, je vous remets le contact dans la messagerie. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. All right.